Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence qui s'intitule Les idées 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté pour des territoires durables. Alors, je me présente, je suis Joséphine de Bartilla, je travaille pour Convergence, qui est une plateforme de réflexion et de mobilisation autour des enjeux du développement durable, du social business, de la microfinance. Voilà, on a une palette de sujets et de problématiques. Et on fait des publications et des événements afin de porter haut et fort ce message du zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, donc synthétisé par le 3.0 là qui s'affiche à l'écran. Et notre principal événement, qui est le Forum mondial Convergence, qui rassemble chaque année en septembre plus de 7000 acteurs autour de cet enjeu, a donné lieu cette année à un livre 3.0 qui répertorie 100 initiatives concrètes pour réussir justement cette transition vers des territoires, des villes durables, qui était réussir la transition vers des villes et territoires durables était le sujet de notre grand forum mondial cette année à Convergence. Et donc ces 100 initiatives concrètes sont répertoriées dans ce livre sous 9 thématiques, à la fois le champ de l'humanitaire, les acteurs du numérique, la jeunesse, voilà, tout un tas de thématiques. Et à la suite du forum, on a donc compilé toutes ces initiatives et notamment celles que vont nous présenter nos intervenants aujourd'hui, qui sont quelques exemples répertoriés dans le livre et qu'on souhaitait mettre à l'honneur. Donc on va aujourd'hui écouter donc Cédric Carles, qui va représenter Atelier 21, Solar Sound System et Regenbox, donc des initiatives mentionnées dans le livre. Grégoire Gailly pour le GRS. Guillaume Delaboulet pour Énergie 2050. Et puis on a également Tristan Lecomte qui représente Pure Projet, qui nous a fait adresser un petit mot mais par vidéo, qui n'est pas là physiquement aujourd'hui. Et puis Thomas Ortiz qui travaille avec Cédric, qui est malheureusement malade, mais Cédric va prendre le relais. Pour revenir au livre, voilà, donc que vous découvrez ici à l'écran. Donc il est accessible à tous. On a profité de la COP22 pour le diffuser largement, le rendre public. Il est en open data sur notre site, donc n'hésitez pas à le consulter. Une petite information supplémentaire au sujet des initiatives mentionnées dans ce livre. Donc, premièrement, c'est des initiatives qui ont été mentionnées pendant le forum, présentées lors des conférences ou inscrites sur des tablettes, des post-it. Voilà. Et c'est toutes ces initiatives qui sont extrêmement innovantes, qui nous semblent essentielles pour réaliser petit pas par petit pas la transition vers la transition durable, qui nous a semblé important de valoriser. Donc c'est vraiment un livre qui fait valoir une approche très concrète dans la résolution des problèmes environnementaux. Et on a souhaité, à l'occasion de la COP22, profiter de ce temps de parole que nous a offert le Comité 21 pour donner une visibilité supplémentaire à quelques initiatives qui sont réplicables à l'échelle des territoires. Donc je vais tout de suite laisser la parole à mes intervenants. On va commencer peut-être par Cédric, qui va nous présenter Atelier 21, Solar Sound System, et puis ensuite Regenbox. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi je représente en fait un atelier de création qui rassemble un peu des jeunes ingénieurs, artistes, innovateurs, designers. Et au sein d'Atelier 21, on fait des choses comme des programmes de recherche. Donc on travaille pour le PUCA en France. Et on va mettre en ligne bientôt un programme de recherche sur les smart grids, en bas à droite, là où vous voyez les lignes à haute tension. Et c'est en fait une recherche qu'on a fait avec plein de sociologues, plein d'usagers du smart grid pour savoir comment les gens se représentent en fait leur relation en fait avec ce réseau électrique qui est en train de changer. Okay, et on a juste à côté en fait le rond égal, c'est aussi un programme de recherche
sur la question de la précarité énergétique. Le site est très bien fait, vous avez plein de solutions qui sont des choses existantes, identifiées et des choses qu'on a aussi nous imaginées. Et après en fait on travaille pour les collectivités, on fait du mobilier open source. On fait donc 2 projets dont je vais vous parler en fait. Un qui s'appelle le Solar Sound System, qui sont des machines qui permettent de sonoriser des événements. Si on peut voir la slide d'après, voilà, elle est mal cadrée, c'est pas grave. Donc là on voit des antennes, puisqu'on a ouvert des antennes. Normalement on a une vision un peu plus large, mais bon voilà. On a monté des programmes aussi au Cameroun, on a monté des programmes à Bangalore, à Taïwan, en Haïti. Et c'est des machines, en fait, peut-être on peut voir la slide d'après, qui est mal cadrée aussi. C'est pas grave, enfin si c'est grave, c'est dommage. Peut-être on peut aller, voilà, super. Non c'est bien, c'est du bricolage, mais en même temps c'est actif. Voilà, c'est des machines qui permettent de sonoriser des événements grâce à l'énergie solaire. Donc on va dans l'espace public, on va dans des fêtes d'entreprise, dans des institutions, dans des festivals, et on fait de la musique avec des énergies renouvelables. Et alors ici, en fait j'ai plein de cartes de visite, donc vous pouvez vous les faire passer si vous voulez. Voilà. Qui permettent aussi d'aller écouter notre radio, parce qu'on a une radio hébergée à l'énergie solaire. Donc en fait on est des activistes de terrain sur la question des énergies renouvelables. Ça permet de faire la fête et d'aborder la question énergétique pour une fois de manière pas anxiogène. Et on se marre bien, on fait aussi pédaler les gens, parce que quand on n'a plus d'énergie dans les panneaux, dans les batteries, on utilise les vélos, donc on fait pédaler les gens. Je ne sais pas si la slide d'après on voit du public. Non. Ok, donc comme on a très peu de temps, voilà, je vous invite à aller voir les sites internet. J'ai fait passer des cartes. J'ai des cartes aussi ici Atelier 21, parce que bien sûr c'est difficile de résumer tout ça en 10 minutes. Et voilà, je vous disais, donc on fait des choses, des prototypes, etc. Moi je travaille toujours entre la France et la Suisse, très proche de l'EPFL, très proche des milieux d'ingénierie qui développent des projets concrets. Et on s'était aperçu il y a quelques années qu'il nous manquait un outil sur l'histoire des innovations énergétiques. D'accord ? Il y a quelques livres, il y a quelques ouvrages qui parlent des choses comme ça qui ont lieu dans le passé. Et nous, en fait, on s'est aperçu qu'en fait, qu'il nous manquait en fait une base de données avec ce qui s'est fait dans l'hydrogène, ce qui s'est fait dans le solaire, ce qui s'est fait dans la mine hydraulique, ce qui s'est fait dans l'éolien. Des innovations des fois qui ont été prototypées, faites, mais qui n'ont pas forcément eu leur valorisation économique ou leur massification pour plein de raisons. Des fois, il y a des histoires de lobby, des fois, il y a des histoires de prix du marché de l'énergie qui ne sont pas adaptés en fait, à certains développements. Des fois, il y a des inventeurs qui sont aussi un peu perchés dans leurs histoires. Voilà. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les innovations ne fonctionnent pas. Alors ça, c'est le site internet qui s'appelle paleoenergetic.org. Et voilà, je vous fais passer la carte en anglais. Comme ça, vous pouvez aller voir. C'est un site internet, c'est comme Wikipédia. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut envoyer une invention. On a déjà une 60aine de chercheurs, jeunes, retraités, étudiants, des gens qui travaillent dans l'industrie électrique et gazière, d'autres qui sont bricoleurs, qui ont mis plein d'inventions complètement géniales. Je vous invite à aller voir. Et l'idée, c'est de relier ces projets du passé avec des histoires contemporaines, hein, avec des projets qui sont souvent en open source. Pourquoi ? Parce que les projets du passé, la plupart, ils sont dans le domaine public. Les brevets sont ouverts. Et donc nous, ce qu'on est en train de faire, c'est lister tous les brevets ouverts qui seraient intéressants à propulser dans l'open source, et donc pour pouvoir les partager très rapidement. Donc là, on a un exemple, voilà, c'est des camions à hydrogène fabriqués dans les années 40 en France. On fabrique l'hydrogène avec un moulin à eau, voilà, c'est tout simple. C'est pas un laboratoire de recherche et développement qui fait ça, c'est 2 bricoleurs à Angers, dans le centre de la France. Avec très peu de moyens, je pense qu'ils ont une clé à molette et un tournevis. Donc c'est intéressant de voir qu'aussi on a la capacité de brûler de l'hydrogène directement dans les moteurs à combustion et qu'on n'est pas obligé de passer par des piles à combustible et de changer toutes les voitures du monde. Voilà ce qui permettrait une innovation, non pas de rupture, mais de transition sur la question de l'hydrogène. Ça pourrait mettre d'accord les fabricants et les gens qui fabriquent les réseaux, parce que pour l'instant tout le monde attend tout le monde. Voilà. Donc, et on est invité à présenter ça aussi dans des colloques très très sérieux sur l'énergie, parce que nous on a une vision aussi historique un peu des développements technologiques. Donc c'est une vision critique de l'innovation aussi. Voilà, et je vais vous montrer en fait donc la slide suivante. C'est, si vous voulez, le premier projet
qui sort du domaine public et qu'on met en open source. Alors, ce brevet, il a été fait par un Américain qui a notamment travaillé sur les piles à combustible de la mission Apollo. Donc, la mission Apollo, c'est la navette qui va sur la Lune. En gros, on prend les meilleurs chercheurs qui travaillent sur les batteries à l'époque, dont Karl Kordesch. Et c'est notamment un monsieur qui va aussi travailler sur les piles alcalines. Voilà. Il va déposer plusieurs brevets sur les piles alcalines dans les années 80, même 70. Et en 1979, il sort des piles alcalines. Sur le site, vous pouvez aller voir, il y a la publicité d'époque en fait. Et donc, il sort un produit, des piles alcalines rechargeables 25 fois. Alors que les piles alcalines sont normalement à usage unique. Le projet qu'on a fait nous, c'est que bien sûr c'est un ingénieur qui nous a envoyé ça, c'est pas nous qui l'avons. Paléo c'est participatif, mais c'est un ingénieur qui bosse dessus depuis 5 ans qui nous l'a envoyé. Donc le brevet il est au point parce qu'il existe depuis 1979 et en plus il est dans le domaine public. Lui il l'a retravaillé, il l'a simplifié. Et donc si on regarde la slide suivante, c'est un projet qui s'appelle Regenbox. Et alors j'ai des cartes aussi de visite ici. Faites passer Regenbox. Voilà. Et en fait l'idée c'est de le mettre en open source. Donc vous avez ici un chargeur de batterie. On peut mettre pour l'instant des batteries LR6 et LR3 qui se branchent sur USB. Voilà. Alors pourquoi USB? Parce que c'est très proche de tous les téléphones qu'on a. Voilà. Et c'est plus facile. Ça évite les normes notamment européennes ou mondiales sur l'électricité ou des accidents, etc. Quand on travaille avec de l'USB, on est en 5 volts continu. C'est beaucoup plus facile à fabriquer soi-même. On peut même faire fabriquer avec des enfants. Ça fonctionne avec un chargeur de téléphone portable aussi. Ça, c'est important. Et puis, si on regarde la slide suivante, voilà, ça se branche surtout sur l'ordinateur. Et ce qu'on a voulu faire, on n'est pas en train de faire un produit dans un premier temps. Dans un premier temps, on est en train de créer une communauté qui va tester des piles. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre système, il permet de dataloguer l'énergie qu'il y a dans les piles. Donc ça veut dire qu'il y a des gens au Cameroun, il y a des gens au Laos qui vont pouvoir recevoir ça. Dans le boîtier, il y a un petit Arduino, un micro-ordinateur qui communique avec l'ordinateur et qui va enregistrer, vous voyez, les courbes à droite. C'est des courbes de charge et de décharge des piles. Et donc, on va tout simplement déjà avoir un appareil qui permet de tester les piles du marché. C'est-à-dire qu'au Laos, on va pouvoir prendre les 5 marques de piles qui sont existantes, les tester et voir leur contenu énergétique en comparaison de leur prix et puis de ce qui est annoncé par les fabricants. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on va aussi pouvoir tester les piles rechargeables, celles qui sont officiellement rechargeables. Alors là, il y aura plus de cycles, mais ce sera automatisé et on va pouvoir comparer la pile Duracell avec la pile Panasonic et savoir laquelle est la plus longue sur sa durée de vie. Il faut savoir que le secret de la régénération des piles alcalines, c'est la micro-impulsion. C'est le slow charging, comme on l'appelle. On charge lentement pour que les processus électrochimiques puissent se faire de manière réversible. Eh bien, c'est aussi bon pour les piles rechargeables. C'est-à-dire que vous allez augmenter le nombre de cycles de vos piles rechargeables. Le troisième point, c'est que on va pouvoir tester les piles alcalines et savoir lesquelles sont les plus rechargeables. Parce qu'elles n'ont pas toutes une régénérabilité suivant leur qualité. Mais là, en fait, ça va permettre aux gens de tester, de comparer et de dire, voilà, celles-ci sont bien, celles-ci sont pas bien. Et donc, voilà, en fait, on fait un test citoyen mondial sur la question des piles. Ça ne va pas plaire à l'industrie de la pile alcaline, mais c'est pas très grave. On a eu plein de presse. J'ai l'honneur de dire qu'on a reçu un prix hier de 80 000 €. C'est quand même pas mal. Ça met du beurre dans les épinards, ou en tout cas de l'électricité dans les piles. C'est 5 000 € cash et 75 000 € de promotion sur le projet. Et donc voilà, en fait là vous avez deux exemples. Les missions des gens qui vont recevoir ces piles et les premiers régénérateurs, c'est que les premiers en rouge, c'est qu'on fait des tests jusqu'en bas. On teste les piles alcalines en totale décharge. Et après, les tests en vert, c'est on essaye de les régénérer. On verra lesquels fonctionnent moins bien. On pense que ça va peut-être encourager les marques à favoriser la régénération des piles alcalines. J'ai rien d'autre à ajouter et j'espère avoir pas été trop long. Et j'ai plein de cartes de visite, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Cédric. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses très concrètes que vous pouvez découvrir dans le livre 3.0. Je donne simplement un chiffre qui est mentionné dans notre livre, qui indique qu'en 2014, il y a 1,2 milliard de piles qui ont été mises sur le marché français, pour l'essentiel des piles alcalines, donc celles dont tu parlais, à usage unique.
Et cela représente 33 000 tonnes de déchets toxiques, dont seul un tiers part dans les circuits de recyclage. Voilà, donc des petits chiffres qui peuvent peut-être, ou gros chiffres plutôt, qui peuvent vous faire réfléchir et vous inciter à aller voir de plus près l'initiative de Cédric. Avant de passer aux autres intervenants, je souhaiterais qu'on visualise Tristan Lecomte, qui dans cette vidéo nous présente le projet Biocorridor, voilà, qui a été récompensé du prix Convergence lors du forum. Bonjour à tous, je m'appelle Tristan Lecomte, je suis le fondateur de Pur Projet et je vais vous parler aujourd'hui du projet Biocorridor Martin Sagrado qui a donc reçu le prix Convergence. On en est très fiers et très heureux au nom de tous les producteurs qui développent ce projet. C'est un projet qui a démarré en 2008, donc de plantation d'arbres et de préservation de la forêt primaire dans une zone en Amazonie andine, au cœur du Pérou, qui est menacée de déforestation illégale et dans lequel il y a aussi des activités qui sont assez néfastes pour l'environnement, comme la pêche à la dynamite ou l'orpaillage illégal. Auparavant, c'était une zone de production de la coca et il y a eu un programme de substitution de la coca par le cacao et par le café, donc des cultures de substitution, qui a été un succès, puisqu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de production de la coca dans cette zone. On sait que la coca, donc c'est bien sûr un problème de santé publique, mais c'est aussi une culture qui entraîne la déforestation et pour laquelle, quand on fait de la coca pour la cocaïne, on utilise des produits chimiques comme du kérosène, de l'acide sulfurique, de l'acétone. Donc c'est bien sûr très mauvais pour l'environnement. Donc il y a eu ce programme de substitution. Aujourd'hui, il y a plus de 45 000 hectares de cacaoyers et de caféiers qui ont été plantés dans la zone. Et nous, avec Pur Projet, donc, on a souhaité participer à cet effort de renforcement de l'écosystème en aidant les producteurs agricoles, donc en travaillant avec des coopératives de producteurs de café et de cacao, bio et équitable pour la plupart d'ailleurs, donc à planter des arbres en modèle agroforestier. L'agroforesterie, ça consiste donc à planter des arbres au sein et autour des milieux agricoles pour participer à la diversification des revenus des fermiers, mais aussi à la régénération de leur écosystème, puisque les arbres ont un impact positif sur le sol, sur l'eau, sur la biodiversité. Donc avec ces producteurs agricoles, aujourd'hui il y a plus de 3 millions d'arbres qui ont été plantés en modèle agroforestier. Et puis le gouvernement s'est engagé, lui, à présent, à planter 40 millions d'arbres en modèle agroforestier pour essayer de recouvrir l'ensemble de la région. Et puis, au fur et à mesure de l'activité de reforestation de ce projet, on s'est rendu compte qu'il y avait des vastes zones de forêt primaire qui, elles, étaient encore intactes. Et donc, on a aidé les organisations locales, les coopératives agricoles locales, à prendre ces zones de forêt en concession pour faire de la conservation. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 hectares comme ça qui ont été pris en concession pour de la conservation sur des périodes de 40 ans. Et donc on finance des activités de surveillance communautaire et de développement d'activités économiques alternatives pour réduire la pression sur la forêt. Et l'ensemble de ces activités sont intégralement développées par les communautés locales. Aujourd'hui, ce projet a été aussi enregistré sur 800 000 hectares en forêt modèle. C'est une méthodologie de préservation de la forêt. Et en mars 2016, le projet a été enregistré sur plus de 2,4 millions d'hectares en zone de biosphère à l'UNESCO. Donc c'est une grande réussite à nos yeux, puisqu'on est parti d'un tout petit village où on avait planté au début uniquement 20 000 arbres pour compenser l'empreinte d'une PME, Altereco, que j'avais fondée en 1998. Et puis aujourd'hui, d'un petit projet à l'échelle microscopique, à l'échelle d'un village, on arrive à un projet au niveau d'une zone de biosphère sur 2,4 millions d'hectares. Et on ne veut pas s'arrêter là, on veut maintenant aller plus loin en créant une zone d'écosphère avec 2 autres projets qui sont voisins de ce projet, développé entre autres par Conservation International, une ONG de dimension internationale, pour donc créer une zone d'écosphère sur plus de 7 millions d'hectares. Donc merci à Convergence de mettre ce projet encore un peu plus en lumière, et merci à vous tous de le soutenir, et à votre disposition sur le site par exemple de Pur Projet pour vous donner plus d'informations sur ce projet. Merci. Alors donc, c'était donc le projet Biocorridor qui a été récompensé du prix Convergence cette année. Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir tout ça sur notre site. Un autre projet maintenant qui est mentionné dans notre livre 3.0, c'est la zone électrifiée de Conseguala, qui est un projet porté par le GRES. Et je laisse tout de suite la parole à Grégoire Gaillet qui va nous présenter ce projet plus en détail. Bonjour, merci de me transmettre les 3 micros. Je vais essayer d'être à peu près agile. Merci au comité de 21 de nous accueillir encore sur cet espace pour continuer à partager et
à Convergence de nous avoir sélectionnés dans les projets à mettre en valeur. Donc je travaille pour le GRS, une ONG française, mais je suis plus particulièrement responsable des projets en zone Afrique de l'Ouest. Et en particulier aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de zone d'activité électrifiée. Le but, c'est de permettre à des petites entreprises rurales d'accéder à l'électricité pour le développement économique. Donc si on peut passer la diapo directement jusqu'au film. Le film, il n'y a pas de texte et d'interview, donc comme c'est de la musique, je laisse le film dérouler sans le son et je continue à parler pendant ce temps-là. Conseguera, c'est une commune de 30 000 habitants, mais le chef-lieu du village en fait que 5 000. Et on a travaillé depuis 7 ou 8 ans avec les agriculteurs de la région pour travailler sur des agrocarburants. Le jatropha, qui est une plante qui fait un peu polémique parce que certains agrocarburants ont pu être produits dans une logique d'exportation, mais là on est sur des agrocarburants locaux, produits localement, transformés localement et utilisés localement pour fournir de l'électricité. Et on a mis en place cette zone d'activité électrifiée qu'on voit dans la vidéo avec un mix énergétique, énergie solaire, agrocarburants locaux, qui permet d'avoir une électricité de qualité 24 heures sur 24 pour le développement des entreprises. Et donc ce bâtiment qu'on voit à l'écran est un bâtiment bioclimatique en technique de voûte nubienne, donc en banco traditionnel, qui permet d'avoir des bonnes conditions de travail avec un bâtiment en matériaux locaux, sans utiliser ni le bois, ni importer de la tôle ou du ciment, et de travailler dans les bonnes conditions. Ce qui est important, donc on va voir dans la diapo suivante, c'est les résultats concrets au bout d'une année. Sur cette zone d'un demi-hectare, on a construit 625 mètres carrés de bâtiments qui permet d'accueillir aujourd'hui 8 petites entreprises et on espère en avoir 12 d'ici les semaines qui viennent. Ces entreprises, c'est une boulangerie, c'est une coopérative de femmes qui faisait traditionnellement des activités de pâte d'arachide et qui nous a dit on souhaite grâce à l'électricité, investir dans des congélateurs pour faire des jus naturels et de la glace. Aujourd'hui, ces femmes, elles ont commencé cette activité en février et en 8 mois, elles ont déjà 10 000 € de chiffre d'affaires et elles ont déjà commencé à rembourser le crédit. Elles avaient déjà de l'argent elles-mêmes, mais on les a aidées à monter un dossier d'accès au crédit, à la microfinance, pour développer une activité et on les a aidées aussi à choisir le bon matériel. C'est pas facile quand on est dans un village rural d'aller jusqu'à Bamako à 400 km en payant des transports pour choisir le bon matériel. Et leur premier réflexe, c'était d'aller acheter un vieux congélateur d'occasion qui consomme beaucoup. Et donc sur ce projet, on essaye d'avoir une cohérence entre sobriété énergétique, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Quand on raisonne énergie renouvelable décentralisée, il faut changer de logique. Il ne faut pas raisonner comme sur les grands réseaux nationaux où on utilise l'électricité sans forcément toujours bien réfléchir et on essaye de travailler sur cet appui conseil. Donc les solutions techniques, elles existent. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Cédric tout à l'heure sur tout ce qui existe. On a travaillé sur des innovations sur les agrocarburants parce qu'une des activités qui est installée aussi, c'est une unité de transformation d'huile de jatropha qui fonctionne avec une presse qu'on trouve localement sur le marché, qu'on a adaptée aux graines de jatropha. Et cette huile, elle va alimenter le groupe électrogène de la zone, donc au niveau du chef-lieu. Mais cette huile, elle va aussi être vendue dans les villages pour faire tourner les moteurs qu'on trouve aujourd'hui dans les villages. Et les moteurs qui sont dans les villages, ils permettent aux femmes, au lieu de faire le pilon traditionnel, d'aller chez le meunier pour faire la farine, pour faire le beurre de karité. Et sur des moteurs qui coûtent 1 000 € et qui sont installés souvent depuis 10 ou 20 ans, on a fait une adaptation qui coûte 10 € et qui permet aujourd'hui à ces moteurs de fonctionner à 100% à l'huile de jatropha locale, plutôt qu'au gasoil importé de très mauvaise qualité et très cher. Et c'est vraiment des solutions, c'est vraiment grâce à la motivation des villageois qu'on a tenu le coup sur cette zone, parce qu'on avait vu que l'unité de jatropha ne serait pas rentable, mais les gens étaient tellement motivés, parce qu'en 2008, il y avait 30 moteurs dans le village qui fonctionnaient, en 2013, il n'y en avait plus qu'un seul à cause du prix du gasoil. Ils étaient tellement motivés pour qu'on n'abandonne pas, pour qu'on continue, qu'on a travaillé avec eux sur ce modèle de zone d'activité électrifiée en faisant un diagnostic de toutes les entreprises qui avaient envie d'électricité pour développer des activités. Donc il y a des couveuses, il y a un restaurant, c'est de l'activité locale et il y a une radio rurale qui vient de s'installer en 1 an. Il y a 65 emplois qui sont soit créés, soit sécurisés en 1 année dans un village qui est à 1 heure de la ville électrifiée la plus proche.
Donc c'est vraiment très important pour nous de communiquer sur ça. C'est des projets pilotes de recherche-action donc qui ne sont pas forcément automatiquement rentables. Il faut produire de la donnée pour connaître mieux les besoins des entreprises rurales, pour trouver les solutions techniques qui existent. En allant chercher, il n'y a pas une solution miracle, il n'y en a aucune solution miracle, sinon on le saurait. J'ai peut-être parlé trop longtemps, je regarde l'heure. En gros, en tout cas, après la première année, on est déjà à 65 000 € de chiffre d'affaires pour les entreprises de la zone. Sachant que les activités se mettent en place progressivement et qu'elles n'ont pas toutes commencé il y a un an. On espère l'année prochaine être déjà à 100 000 € de chiffre d'affaires et on est dans un système où le gestionnaire de la zone, qui est un privé local qu'on accompagne en termes de formation pour gérer ce site, louer les bâtiments, vendre l'électricité, devrait pouvoir, dans quelques années, grâce au business model qu'on a mis en place, remplacer les batteries qui sont nécessaires pour faire fonctionner une telle infrastructure, et ce qui est très difficile. Et donc les sujets sur les batteries dont on vient de parler, il y a beaucoup de choses qui existent et qui peuvent être améliorées, et souvent on a beaucoup de pertes. Au fur et à mesure, on essaye de trouver les bons équilibres. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le technique. Je remercie encore Convergence et le Comité 21 de nous permettre aussi dans ces espaces de faire connaissance, de faire connaître ce qui se fait sur le terrain, des initiatives concrètes, et de permettre dans ces grandes rencontres où on se dit qu'on parle trop et qu'on n'agit pas beaucoup, de montrer qu'il y a de l'action au niveau local, c'est possible. Et il y a des solutions, mais ce n'est pas des solutions miracles qu'on peut copier-coller partout. Il faut aussi trouver des financements pour l'accompagnement, pour créer l'écosystème pour les petites entreprises. La plupart du temps, on est vraiment dans l'accompagnement d'ingénierie sociale et plus que dans la technique pure et dure. Donc merci, j'ai peut-être été un peu trop long, mais c'était une bonne occasion pour nous de mieux faire comprendre nos activités de terrain. Merci encore. Bravo. Merci beaucoup Grégoire. Donc, je crois qu'il y a un peu moins de 20% des zones rurales au Mali qui ont accès à l'électricité. Donc c'est vraiment crucial de mener ce type d'action. Donc encore bravo. Et alors ce que je constate déjà, c'est que vos actions sont menées en pleine concertation avec les citoyens, la société civile. À la fois Cédric, quand on demande aux citoyens de pédaler pour créer leur musique, et puis là, dans le cas de ce village qui est vraiment construit avec eux. Et alors le livre 3.0, qui est le sujet aujourd'hui de notre conférence, est actuellement en open data, en accès libre, mais la vocation, même s'il regroupe aujourd'hui que simplement des initiatives qui ont été mentionnées lors du Forum mondial Convergence, il a vocation à répertorier encore plus de solutions concrètes, à s'enrichir de toutes vos bonnes idées et à devenir une plateforme interactive. Et à l'occasion de la COP22, Convergence a rencontré Énergie 2050, donc qui n'était pas là au forum, mais on s'est dit que ça serait par exemple une bonne initiative à rajouter, peut-être la 101e initiative du livre 3.0. Et je voulais vous inviter, Énergie 2050, donc merci Guillaume d'être ici, parce que vous travaillez justement sur cet effort d'association du citoyen ou de la société civile au projet professionnel. Voilà. Et je voudrais que tu me donnes un peu ton avis sur quelles sont les difficultés, quel est l'état des lieux, quelles sont les perspectives. Et puis peut-être aussi, voilà, c'est le dernier jour aujourd'hui de la COP22, comment tu sens les choses bouger, évoluer pour justement accélérer ou peut-être approfondir cette démarche de collaboration entre les acteurs professionnels et les citoyens ou la société civile. Oula, je sais pas comment vous avez fait, mais on va essayer. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités. Donc je représente l'association Énergie 2050. Je m'aperçois que c'était je ne sais pas pourquoi on n'était pas, mais en tout cas c'était une grosse erreur parce qu'il y a énormément de projets intéressants et j'ai beaucoup aimé les deux présentations. C'était top en fait parce qu'il y a beaucoup d'innovation et justement de mise en application concrète, d'implication citoyenne. Je pense qu'il y a deux choses qui ont été dites. J'ai pas de PowerPoint, je vais aller pas en freestyle parce que j'ai un peu préparé quand même, mais voilà. Je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire je crois que c'est toi qui avais dit cette approche anxiogène. C'est vrai qu'on a tendance à présenter toute cette thématique climat sous une forme très anxiogène, et ça, pour impliquer le citoyen, c'est vraiment pas l'idéal parce que souvent on présente ça comme une fatalité, comme quelque chose sur lequel effectivement une démarche tellement globale que le citoyen n'a pas de place dans ces politiques.
Et tu as parlé de pas de solution miracle, et c'est pour ça qu'effectivement il faut s'appuyer sur des structures locales, sur des organisations locales pour mettre en œuvre cette transition. Alors je vais juste du coup faire un petit témoignage sur nos actions dans ce domaine. Énergie 2050, c'est une association qui est basée en France mais active dans plus de 30 pays avec des projets très concrets. Je ne vais pas rentrer dans le détail des projets concrets aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, c'est plus dans la stratégie qu'on a mis en place. Énergie 2050, c'est une association qui a été créée justement avec une vision du développement qui est très systémique, c'est-à-dire qu'on va agir sur les différentes thématiques de façon très transversale, la lutte contre le changement climatique, le développement durable, la protection de l'environnement, tout ça pour nous ça fait partie d'une même approche et ça doit être intégré dans une approche systémique. Donc cette approche très horizontale mais aussi très verticale, c'est-à-dire que nous on fait de l'appui aux politiques par exemple au niveau des territoires et des pays dans le cadre des négociations climat, mais également on essaye au maximum d'impliquer l'ensemble des acteurs et notamment les citoyens pour cette transition. Alors on ne le fait pas parce que c'est la mode, on le fait parce qu'on pense que le citoyen il est au cœur des enjeux. Si on doit bâtir une nouvelle société, c'est pour le citoyen avant tout. Et de deux, et là on l'a vu aujourd'hui, c'est que le citoyen il est énormément porteur d'innovation et que si aujourd'hui on veut mettre en œuvre des positions, la transition, on doit s'appuyer sur toutes ces initiatives qui existent au niveau local parce qu'il y a énormément de choses. Et tu parlais de la COP22, je peux en parler rapidement, mais il y a énormément de gens qu'on a rencontrés. Il y a c'est Cannes, je crois, qui fait des chauffe-eau solaires avec des matériaux de récupération. Énormément de choses sur lesquelles on peut s'appuyer dans un esprit collaboratif, dans un esprit open source et dans un esprit de coopération entre tous les acteurs. Alors comment nous on travaille sur cette thématique, c'est extrêmement difficile d'impliquer les acteurs, surtout si on vient juste sensibiliser. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on a différents projets. Déjà je peux présenter, on travaille également avec la Commission européenne dans le cadre de programme Erasmus sur le développement d'outils. Alors ça c'est sur la transition énergétique. Le programme C4IT, on a travaillé également sur l'emprunto. Des outils qui permettent de sensibiliser dans un premier temps de façon pédagogique. Alors là c'est pour les citoyens européens mais évidemment c'est adaptable pour tout le monde. Sensibiliser à cette thématique et montrer qu'il y a des opportunités d'action qui existent. Donc ça c'est un premier lieu. On a également organisé par exemple un grand forum mondial qui s'appelle Agitater. Le nom pourrait être rediscuté parce que c'est pas top, mais Agitater c'est où on essaie de faire témoigner chacun dans au niveau mondial sur une thématique précise, de faire témoigner les citoyens sur leur vision du développement durable, du changement climatique. On a une expo qu'on a présentée à la COP22 sur plusieurs espaces de tous ces témoignages, que c'est des témoignages artistiques. Et en fait, c'est l'idée dans toutes ces démarches, c'est de chercher à impliquer le citoyen dans des actions concrètes. On parlait de Cannes, mais il y a d'autres initiatives évidemment. On s'appuie beaucoup, notamment sur nos projets en Afrique, sur les structures locales qui sont porteuses d'innovation, que ce soit sur des foyers améliorés, que ce soit sur d'autres technologies qui sont ultra adaptées au niveau local. On fait très peu d'importation de technologies, on fait très peu de projets. En fait, on fait très peu de design de projets nous-mêmes qu'on va importer sur le pays. C'est pas la vision, si vous voulez, d'Énergie 2050, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'innovations qui existent, notamment dans les pays africains, et que c'est sur ces organisations-là qu'on doit s'appuyer. C'est pour ça que Énergie 2050 a été fondée sur cette approche multi-acteurs, multisectorielle. Je vais juste également citer des exemples. Par exemple, en ce moment, on est impliqué dans la définition d'un plan climat pour la région d'Agadir-Souss-Massa. Et dans le cadre de cette initiative, en fait, on a fait un état des lieux des différents plans climat et des différentes stratégies qui avaient été mises en place. Et si vous regardez par exemple le plan climat énergie territoire de la ville de Marseille, vous verrez qu'ils ont été ultra innovants dans cette participation citoyenne et plus de la moitié des recommandations qui ont été adoptées des plans d'action sont directement issues des citoyens, d'une plateforme citoyenne dans laquelle les citoyens ont pu faire des propositions pour changer leur propre territoire. Parce qu'un territoire, c'est évidemment une organisation de la ville, c'est évidemment des bâtiments, c'est évidemment de l'efficacité énergétique, mais avant tout, c'est des gens qui y vivent, et les gens qui y vivent, ils doivent avoir leur droit de parole sur le développement de territoire, que ce soit dans les pays du Sud ou dans les pays du Nord. Et donc évidemment, dans la définition de ce plan climat de la région d'Agadir, on a recommandé d'adopter la même approche, c'est-à-dire d'implication, pour que le citoyen finalement se sente partie de la transition. Aujourd'hui, on sait que les engagements des États ne sont pas suffisants pour ramener la transition et que sans l'engagement des citoyens, finalement, on n'y arrivera pas. Donc, comme je disais, les citoyens sont vraiment au cœur de tout le processus de transition. On a d'autres initiatives, je pense que c'est pas, je vais pas m'étendre dessus, mais d'autres initiatives sur lesquelles on veut impliquer les citoyens. On a des publications qui sont destinées aux citoyens de décryptage, par exemple des négociations climat, de décryptage des objectifs de développement durable. On a énormément de choses, voilà, on essaye en fait de fédérer l'ensemble des acteurs, et y compris les citoyens,
Mais en fait, le citoyen, si vous voulez, même quand on essaie de fédérer une entreprise, avant tout, c'est aussi un citoyen, c'est aussi partie de la société civile, donc c'est de l'ensemble des acteurs qu'on veut impliquer sous une même démarche de grande transition avec une approche, comme j'ai dit, multisectorielle. Et également, on essaie de mettre en avant des initiatives. Je pense par exemple pour les ODD, j'en parlais, il y a un guide pour les paresseux qui est paru. Voilà, faire connaître également ce type d'initiative de façon très transparente, sur lesquelles nous on n'a pas de vocation à être impliqués, mais au moins voilà, transférer l'information, être dans une approche très systémique et très ouverte de la collaboration et de la transition. Voilà, c'était un peu le témoignage que je voulais apporter. Je suis très content en tout cas d'avoir rencontré des gens qui portent des actions concrètes sur le terrain comme nous et voilà. Je ne veux pas en dire plus pour le moment, je pense qu'on aura le temps d'en discuter après. Merci beaucoup, merci à tous. Voilà, on a un bon panorama d'un message positif de concertation et engagement de tous pour réussir ensemble la transition. Et puis des initiatives concrètes qui nous ont été présentées aujourd'hui, que vous pouvez retrouver dans le livre blanc 3.0 de Convergence. Merci encore à nos intervenants. Alors malheureusement il est l'heure donc pour les questions avec le panel, mais je pense que nos intervenants auront au moins 5 minutes à vous dédier n'hésitez pas à venir les voir si vous avez quelques questions. Et merci encore à tous.